Salut Jean-Claude, Salut Fred. ça va? Oui. Ça me fait plaisir de te voir sur le siège éjectable. Ancien Pourvu qu'il commandant... marche pas. Bon, j'espère aussi, j'espère aussi. Je pense qu'on va bien rigoler pendant cette interview, ça va être très chouette. Ancien commandant de bord à Swissair. Qu'est-ce que c'est tes débuts? Par d'où? Alors, commençons au tout début. Au tout début. Né le 21 janvier 1960. D'accord. Dans un petit village du Jura neuchâtelois, pas très loin de chez toi d'ailleurs. Oui. On avait une forge, machine agricole à la maison, et puis, disons, un peu touche à tout, un peu autodidacte. Mon école primaire au Pont de Martel, école secondaire à Chaux-de-Fonds, et puis tout à coup, je pensais faire des études, continuer le gymnase, pour finir un beau matin. Je vais vers mon père et j'ai dit je veux faire ton métier, donc maréchal ferrant. Première chose qu'il me dit, ça va. Et puis voilà, j'ai décidé de faire ça. Malheureusement, mon père est décédé quand j'étais à la fin de ma deuxième année d'apprentissage. Alors, disons, c'est un peu le destin qui m'a fait changer de voie. Peut-être si mon père aurait vécu, je serais très heureux là-haut. Ben voilà. J'ai fini mon apprentissage. Je voulais au départ faire mécanicien avion. Alors, pour faire ça, il fallait faire un apprentissage de mécanicien normal. Alors, j'ai fait encore 2 ans chez Sulzer à Zurwil. Oh ouais. Et puis, tout à coup, je me suis dit, pourquoi pas se mettre derrière un manche à balai. J'ai essayé l'EAP, malheureusement, j'avais une correction trop forte en son temps. Maintenant, ça aurait passé. Donc, à Dubendorf, ils m'ont dit négatif. Alors, j'ai fait ma PPL en privé. Je me suis dit, tant qu'à faire, continuons. Oui, tout à fait. J'ai commencé ça assez jeune quand même, à 18 ans, j'avais mon vol solo. Avant de conduire une voiture, je pouvais voler un avion solo. C'est formidable. Et j'ai fait vraiment du tac au tac, théorie, BIFR, commencé la pratique et à 20 ans, pratiquement avec 2 ou 3 mois de plus, j'avais une commerciale IFR. Ah ouais. Donc école de recrue ici à Payerne, comme mécano-avion. Et puis après, j'avais ma licence en poche. J'ai trouvé un job assez rapidement, qui n'a pas tenu très longtemps. C'était comme copilote sur des C3 pour le gourou de Selisberg. Ah mais ça a fait quelques semaines et l'opération, ils ont arrêté. En fait, c'était le DC3 qui a volé à Classic Air après. Ah ouais, ok. Oui. Donc ta première grande machine, voilà, bimoteur. Après le Seneca, c'était le DC3. Joli. Après, vraiment, ça a toujours été du tac au tac. Je suis parti même pas 2 semaines après. Ils cherchaient un pilote pour le CICR pour remplacer le pilote au Tchad. J'ai pas osé demander où c'était. On regarde discrètement sur la carte. Il fallait voler l'Aztec, alors j'ai fait quelques heures de transition sur l'Aztec. Je suis parti un lundi matin par Paris sur Djamena, c'est un vol de Air Afrique. Je suis arrivé avec mon passeport, mon visa et je ne sais plus 5 heures et 12 minutes d'Aztec. Et je suis arrivé, je dis un jour, je ne me souviens plus, mais le mardi, et le lendemain, je commençais à voler. Tu nous décris rapidement un Aztec pour ceux qui... En fait, c'est un bimoteur de 2 tonnes 5 à peu près, 6 places. Oui, tout à fait. Donc on avait les sièges arrière étaient enlevés pour pouvoir mettre une civière dedans. On arrivait à faire 7 heures de vol non-stop, donc avec les réservoirs supplémentaires.
Et je suis arrivé au Tchad, je dis, le mardi et le mercredi, j'ai commencé à voler parce que le pilote rentrait avec le vol de retour qui m'avait amené à Djamena. Donc c'était du rapide, quoi. C'est assez rapide. Je suis, disons, le but était de rester quelques semaines là. Pour finir, le pilote n'est plus rentré au Tchad, n'est plus revenu au Tchad. Ils m'ont demandé si je voulais rester. La première période, j'ai fait 4 mois. J'ai convoyé l'avion, rentré en Suisse. Pratiquement arrivé le matin, reparti le lendemain avec un autre Aztec. Ah ouais, ok. Donc c'est quand même des vols à peu près, pas non-stop, mais à peu près un peu plus de 20 heures de vol pour rentrer en Suisse. Donc avec dormir à Tamanrasset au sud de l'Algérie, etc. Refait une période de 4 mois. En fait, j'ai fait 4 périodes de 4 mois, quoi. Ça fait 16 mois en tout. Rentré en Suisse, l'opération était terminée, donc plus ou moins, c'était au tout début des années 80, donc 81, où je suis rentré, je crois, au mois de février 82, et ma mère, je téléphonais de temps en temps en Suisse avec Radio Berna, donc c'était une radio à ondes courtes, c'est eux qui faisaient le téléphone, on arrivait à avoir une communication plus ou moins où on se comprenait. Et elle me dit, ouais, mais il y a Crossair qui a envoyé une lettre. J'ai dit, ben ouvre la lettre. Écoute, tu dois aller à la sélection telle et telle. En fait, c'était 10 jours après. Je suis arrivé en Suisse, 10 jours après, je faisais la sélection Crossair. Ok. Ils m'ont demandé si éventuellement la semaine d'après, je pouvais partir au Texas. Pour faire la transition Metroliner. Ok. Oui. Alors, il faut faire un visa américain, voilà. Et puis, parti au Texas, fait la transition Metroliner. Donc, un Metroliner, hein, c'est un avion de transport c'est un avion régional, biturbine de 18 places. Voilà, ouais. Rentré en Suisse, on avait... Disons, j'ai eu la chance de passer 2 belles années au Tessin pour Crossair, donc à Lugano. Et pendant que j'étais au Tessin, il y avait toujours un avion le soir de Crossair qui faisait ce qu'on appelle un night stop, donc qui passait la nuit là-bas. Et les pilotes, c'était soit ils étaient à l'hôtel bien sûr, mais ils allaient manger chez les pilotes qui étaient stationnés à Lugano. Et un des copains qui passait sa nuit là, il me dit, moi je vais à Swissair. Je dis, ah ben c'est sympa, il me dit, mais ça sera un truc pour toi. Je dis, moi, je n'ai pas les qualifications, disons, le minimum qu'ils demandaient pour aller à Swissair. D'accord. Voilà, ayant appris maréchal ferrant mécanicien, je n'avais pas de maturité, mais j'avais volé. Oui. Et c'est lui, en fait, qui m'a inscrit à Swissair, celui qui a fait la demande à mon nom. Okay. Alors, tout à coup, je reçois au Tessin, un gros papier de Swissair. Tu n'étais pas au courant qu'il avait fait l'inscription? Non, pas du tout. C'est lui qui m'a inscrit. Ok. Et voilà, tout à coup, je reçois une belle, assez épaisse de Swissair. Alors, il fallait tout mettre à la main, CV, tout ça, voilà. Puis, j'envoie tout ça. Je me suis dit, tant qu'à faire. Bon, oui. Il se passe, je ne sais plus, 3 semaines, je reçois un téléphone, oui, bonjour, ici le chef sélection de Swissair, écoutez, j'ai vos papiers sur ma table. Ouais, c'est pas tout à fait le minimum, la chose qu'on demande, mais écoutez, j'aimerais quand même vous voir parce que vous avez fait des trucs qui ne sont pas tout à fait standards. Voilà, ouais, tout à fait. Bon. Est-ce que je peux vous voir tel et tel? Oui, pas de problème, je monte à Zurich. Voilà. J'arrive dans son bureau, on discute un peu comme on discute maintenant, qu'est-ce que vous avez fait, voilà, etc. Au bout d'1 heure, il avait des grosses lunettes pour lire, là, il regarde en dessous de ses lunettes, puis ça, je me souviens très bien, il me dit comme ça, vous allez à la sélection. Ouf. 1 année après, j'étais à Swissair. Incroyable. Alors là, ça a commencé, on nous a demandé, disons, on pouvait venir tout de suite ou attendre 6 mois parce qu'ils n'avaient pas besoin de trop de pilotes en son temps, de venir comme flight engineer, donc mécanicien de bord. Oui, donc le sur des troisième C10, homme, le 3e homme dans l'avion. Voilà, ouais. Sur des C10 ou attendre 6 mois. Moi, je me suis dit, tant qu'à faire, allons-y.
Ouais. Et j'ai fait, bon, ça a été un peu plus long que prévu parce que le MD-11 arrivait un peu en retard, etc., comme tous les avions d'ailleurs. Et à la place de ce qui nous avait dit 2 ans, ça a pris 4 ans. On a perdu un petit peu de seniorité. Bon, c'est comme ça. Et j'ai fait 4 bonnes années sur le DC-10 avec des magnifiques destinations, avec des semaines à quelque part. C'était vraiment bien. DC-10 qui est une machine exceptionnelle, hein, 3 C'était moteurs. magnifique, c'est un très bel avion. On avait aussi la chance de faire des vols pour Balair, parce que Balair n'avait pas de cockpit en fait. C'est les pilotes suissaires qui volaient. Il y avait quelques pilotes suissaires parce qu'il n'y a pas une compagnie aérienne qui n'a pas de pilote. Ouais, donc c'était quelques pilotes suissaires avec des contrats Balair. C'était juste une question juridique. Ouais. Donc, première fois que tu vois une machine comme ça de près, quelle impression? C'est énorme, hein? C'est grand, oui. C'est grand, hein, c'est gigantesque même. En tournant autour, tu ne te tapes pas la tête dans l'aile. Non, ça c'est sûr, ouais. C'est quand même un gros avion. Il y avait Balair arrivé à mettre 345 personnes dedans. Donc les cuisines étaient en bas. Parce qu'il n'y avait pas de cargo. Alors, il y avait 2 ascenseurs. C'est incroyable, hein? Un ascenseur pour le matériel, un ascenseur pour les personnes. Et toute la cuisine se faisait en bas, il remontait tout. Donc, arrivé chez Swissair, tu passes directement sur cette machine. Voilà, comme Flight Inch sur le DC-10. Wow. Et après, le MD-11 est arrivé petit à petit. Donc, les DC-10 ont été liquidés. Et on a fait ce qu'on a une mini-transition, une requalification commerciale, vol aux instruments, mais moi je l'avais gardé parce que je faisais de l'instruction vol aux instruments, instruction vol à vue, quoi, du petit pipère au bimoteur, je faisais pratiquement tout. Et on est parti sur l'MD-80. Donc DC-9, MD-80, court courrier, Europe. J'ai fait 2 ans et pendant la transition sur le DC-9, ils nous ont demandé de venir le plus vite possible sur le long courrier parce que personne ne voulait aller sur le MD-11. Bon, ok. Et il y avait une raison particulière les gens ne voulaient pas faire du long courrier, on s'entend, c'est pas vraiment. Ils ne voulaient pas partir au bout de 2 ans avec peu d'expérience sur un avion qui est quand même assez. MD-11 était assez difficile, il n'avait pas une super réputation d'un avion facile. Moi, on s'est tous dit, on était 8, une classe assez spéciale qui avait l'expérience de vol. On a tous dit, quand vous voulez. Ça, 2 ans, vous ferez sur le DC-9 MD-80. Et puis, moi, j'ai fait 2 ans et 10 jours, pour ne pas faire une anecdote, mais c'est tout à fait ça. Et je suis parti sur le MD-11 et j'ai fait 12 ans de MD-11. Aussi au début, pratiquement les mêmes vols que le DC-10 faisait, mais c'est clair, le DC-10 volait moins direct. Donc, il avait moins d'autonomie. MD-11, on a commencé à faire des vols directs sur Tokyo, sur Los Angeles, Singapour et donc, tout. quand tu passes sur le MD-11, tu es en pilote déjà? En pilote, En pilote déjà. Hein. Donc, tu quittes ton poste d'ingénieur navigant? Non, en passant par le MD-80. Donc, comme copilote, ça c'était le minimum. Et les 2 ans de copilote MD-80 et après comme copilote sur MD-11. Et MD-11, on avait beaucoup. C'est un beau parcours. Et MD-11, on avait beaucoup de vols où on faisait à 4, donc 2 équipages, DC-10 aussi, mais on le faisait à 6 parce que c'était commandant, copilote, ingénieur de bord. Le MD-11, on était à 4. Après, à certains vols, on les faisait à 3. Donc, c'était 2 copilotes devant. C'était le copilote à gauche qui remplaçait le commandant avec ce qu'on appelait un mini-upgrading, un mini-commandant avec toutes les procédures d'urgence, tout ça, en vol. Et j'ai fait un peu plus, une douzaine d'années sur le MD-11. Donc, il y a une petite histoire qui arrive à Swissair qui s'appelle le grounding. Moi, j'étais à Rio. J'avais pris ma femme avec parce que c'était le dernier vol d'un commandant qui m'avait demandé comme copilote pour son dernier vol.
On savait plus ou moins que ça allait pas très bien. Donc ça veut dire que il y avait déjà des signes avant-coureurs que le grounding allait arriver, ou c'était vraiment un truc où tu pouvais te dire c'est impossible, quoi. Je veux dire, le grounding, c'est un truc. Disons, on s'attendait c'était- pas vraiment à un grounding comme on l'a vécu, mais on s'attendait quand même à un truc qui allait arriver. Qui allait arriver. Ok. Et je me souviens encore du soir, on partait pour Rio et on s'est téléphoné le matin ou avant midi avec le commandant. Il dit, écoute, même à la rigueur, on paye un billet de retour à nos femmes, mais mon dernier vol, je vais pas me stresser. Ok. C'est clair, on arrivait, on posait vers les 6 heures du matin ou 5h30 à Rio. On a pris nos chambres d'hôtel. On est allé se coucher. À 8h30 le matin, le téléphone sonne. Écoutez, faites vos bagages, il faut partir de l'hôtel. C'est fini. Oh putain. Alors, on a attendu à peu près 10 heures à l'aéroport que le vol de Santiago, si je me souviens bien, rentre sur Rio. Nous, on est rentré en passager. Ouais. On a posé, je me souviens plus si c'était l'avant-dernier ou le dernier avion qui posait de Swissair à Zurich. Tous les avions étaient déjà alignés sur le tarmac. Ouais. Bon. Moi, j'ai des souvenirs étant tout petit à cette période-là, de voir le téléjournal le jour du grounding, Oui. et puis d'avoir ces images d'avions à Zurich, Oui. alignés côte-côte, les uns derrière les autres, moteurs bâchés. Oui. À ce moment-là précis, moi, je ne comprends pas vraiment ce que c'est, mais je vois la réaction de mes parents qui sont choqués en fait, de ce qui se passe. Et puis après, c'est vrai qu'avec le temps, on comprend en fait, la gravité de ce qu'on a perdu finalement, parce que c'est un pilier de l'histoire suisse. Tu l'as vécu comment, toi? C'était vraiment un choc? Écoute, c'est ce qu'on m'a demandé, parce que, voilà, pour revenir au grounding, j'ai pas perdu mon job parce que j'étais seniorité assez haute dans les copilotes, mais je me suis quand même posé la question, est-ce que... voilà. Et un copain, il était parti parce qu'il a dû retourner, mais ça c'était juste un petit peu avant le grounding, ils avaient un peu réduit la flotte, il a dû retourner comme copilote sur le 320, donc il était assez en bas de la seniorité. Il est parti chez Kasei sur le cargo. Il m'a dit au cas où, fais la sélection Kasei Pacific. Alors moi j'ai fait toute la sélection, donc l'interview à Paris, et c'est exactement comme on est maintenant. C'est un commandant qui m'interviewait, il me disait qu'est-ce qui vous a plus choqué, le grounding ou la perte du MD-11? Oui, ouais. Et c'est intéressant dans le sens parce que on discute de ces choses-là quand tu es commandant, tu connais aussi, quand on parle de procédure d'urgence, tout Absolument, ça. ouais. Je ne veux pas dire que ça va nous arriver, on fait tout pour éviter, mais on sait de quoi on parle. Et on a les procédures d'urgence, on a vraiment ça en face. Mais le grounding, on ne l'avait pas en face. Oui. On a jamais, ou on a peu, il y a peu de monde qui ont pensé que ça arriverait vraiment à ce point-là. Parce que la chute de Swissair, c'est quand même allé très très vite, quoi. C'est quelque chose qui s'est cassé la gueule en peu de temps, quoi. En peu de temps, et disons, nous on n'avait pas assez, c'était pas notre métier d'avoir la tête dans les chiffres et de penser que c'était vraiment à ce point-là. Ouais. Tandis que si un avion est hors contrôle, ou même, malheureusement, avec notre MD-11, la fumée, le feu, etc., ça, on peut analyser, on peut réaliser, on sait de quoi on parle. Mais le grounding, on ne savait pas. Ben voilà, il est arrivé, c'est reparti plus ou moins K1, KA. Ça risquait d'avoir un deuxième grounding. Pour un pays comme la Suisse, de donner $50 000 au commandant dans la poche
pour payer les taxes d'atterrissage à quelque part et le fuel, c'est quand même pas très reluisant. Ouais, c'est sûr. C'est intéressant parce que tu l'as vécu de l'intérieur. Oui. La réaction des gens qui t'entourent quand tu l'apprends, c'est quoi? Il y a eu des réactions, disons, ambiguës, dans le sens qu'il y a des gens qui se sont frottés les mains, il faut bien le dire. Ok. C'est pilote suissaire, c'est m'as-tu vu, et ça je le sais. Mhm. Et il y a un tas de gens qui ont été à côté de nous, et on a d'excellents amis à nous qui ont vraiment, ça fait 40 ans qu'on se connaît, et c'est des gens qui sont, comment dire, qui gagnent pas beaucoup. Oui. Et la première chose qu'ils nous ont dit, écoutez, si vous avez besoin de nous-mêmes financièrement, on est là pour vous. C'est Je peux dire, incroyable. ces gens-là, ils sont là. C'est incroyable. Et on s'est revus, pas plus tard qu'à une semaine. Ok. Et c'est vraiment, oui. Il y en a d'autres, je sais. Ils sont, oui, mais Ça, c'est comme ça la ouais. vie. Quand Et- tu es à Rio, donc tu es avec ta femme pour passer des vacances. Ben non, en fait, moi, Ah oui, sur c'est- le vol, ma femme m'a accompagné parce Voilà, qu'on a ta pris femme- nos femmes ta femme avec. Oui. t'accompagne, donc tu as accompagné un équipage. C'est toi qui l'annonce à l'équipage, l'équipage le sait. Non, moi j'étais comme copilote en ce temps-là. Oui. Donc c'est le commandant. On s'est tous retrouvés dans le lobby de l'hôtel. Ils nous ont donné 1 heure de temps pour. Ah, c'était Ah oui. expéditif. Ah oui, l'hôtel nous a jetés. D'accord. Puis ta réaction, la réaction de l'équipage à ce moment-là? Tout le monde s'est mis à pleurer. D'accord. Les gens savaient plus vraiment. Ils savaient plus où ils étaient. Et quand on est rentré à Zurich, il y avait quand même pas mal de monde qui avait les cartes de crédit à Swissair, l'argent à Swissair, et tout a été bloqué. Donc impossible de retirer. J'ai quoi vu que ce des soit. gens à l'Obs qui essayaient ce qu'on appelait à l'Obsomat, donc c'est là où tu Des retirais distributeurs l'argent. de billets, ouais. Voilà, pas d'argent. Rien qui se passe. Les comptes bloqués et les comptes du personnel. Donc panique à bord. Panique à bord. Et déjà à Rio, bon, c'est clair, tout le monde. Comment on va rentrer il y avait des mères de famille, mes enfants, entre autres ma femme. On avait un fils de même pas une année en ce temps-là. Oui. Il était chez les beaux-parents. Et voilà, tout le monde un peu perdu. Puis ça, c'est aussi, tu connais ça dans les équipages aussi. Moi, j'étais pas commandant, mais comme cockpit, tu vois, tu remets un peu les choses, tu essaies de, voilà, de faire bonne mine. Quand à l'annonce, y compris vol du retour, les gens y croient ou pas? On se dit effectivement c'est le cas, ou on se dit vraiment non mais ça va pas être possible. Je pense on rentre mais ça va jouer. Et ça, le vol de rentrée, c'était pas vraiment le problème, mais comment dire, que Swissair n'existe plus, je crois qu'il y a eu au départ un grand déni. Donc les gens, Ouais, tout à fait. On dirait aujourd'hui un fake news. Aujourd'hui, ça serait sur Internet dans la seconde, et puis tout le monde se dirait non mais ça c'est un fake news. Quoi. Puis en fait, nous, on le savait, quoi. Puis quand tu arrives à Zurich, puis que tu vois toute la flotte. Une institution, quoi. Hein, oui. Principe universitaire. Puis voilà, on est arrivé, puis on a manifesté devant UBS. Ouais, bon. Donc, c'est-à-dire que tu te retrouves en tenue de pilote, devant UBS, avec ta casquette, ta veste. Et oui. Image qu'on retrouve dans les archives de la télévision suisse. Dans beaucoup de télévisions, pas seulement en Suisse. Et voilà, quoi. Ça a continué, comme j'ai dit, qu'à un cas. Il y a eu une sorte d'opération. Des vols ont été faits, d'autres vols ont été annulés. Quoi, ça a été... Est-ce qu'il y a des vols rentables, des vols pas rentables? Voilà, on va recommencer sur une autre base. On va donner, je me souviens plus, 2 milliards. Et puis voilà. Tu avais vu le film qui était sorti? J'ai dû refuser de le voir. Tu as toujours refusé de le voir? D'accord. Ok, c'est une bonne question parce que je me suis toujours posé la question. Je pense que c'est un film que de ma vie, je ne vais jamais regarder. D'accord. C'est émotionnellement trop fort ou... Même pas, mais oui, en fait.
j'ai pas trop envie de revoir des choses que j'ai vécues de l'intérieur. Oui, tout à fait. Ce qui est tout à fait compréhensible. Donc, juste pour resituer, en fait, donc c'est un film qui traite de l'histoire du grounding de l'intérieur, et puis qui est rempli d'images, d'archives. D'ailleurs, peut-être qu'on te voit même dans certaines images d'archives, ça on ne le saura pas. Mais oui, j'arrive tout à fait à comprendre que tu veuilles pas. Ce qui est Non, tout à c'est fait, pas une. ce qui est tout à Disons, fait c'est normal. pas sur ma to-do list. Ouais, je comprends bien. Donc, Swissair disparaît. Tu continues à voler chez Swiss. Voilà. Donc, disons, le chemin, j'aurais pu prendre. Voilà, comme je t'ai dit, j'ai fait une sélection complète chez Kassei, donc j'avais le contrat à la maison. Et je l'ai signé, je l'ai mis dans l'enveloppe, mais je ne l'ai pas envoyé. D'accord. Des fois, il y a un sixième sens, où je ne sais pas, je serais peut-être été très heureux là-bas, mais je ne sais pas. Et puis j'ai fait la première interview chez Emirates. Ok. Puis après, commencé à remarquer voilà, que Lufthansa reprenait, qu'il y avait quand même pas mal de chances que ça recommence sur une base à peu près stable. Ok. Donc voilà, on a commencé à voler Suisse, quoi. Les avions, on a enlevé Air, Ouais. on a mis Voilà. Suisse. Ouais, tout à fait. Ils ont dépensé des millions pour avoir un nom. Où tu aurais fait un concours dans une école et tu Ça marchait la même chose. aurais offert un vol de première classe aux parents et aux garçons ou à la fille qui auraient dessiné ça. Bon, c'est comme ça. Les 2 milliards ont été rapidement bouffés, excuse-moi l'expression. Ouais, complètement. Ouais. Et par chance, Lufthansa a racheté, c'est clair, Suisse, avec quand même pas mal de passifs, mais je pense qu'ils ont fait, avec les années, ils n'ont pas fait beaucoup de pertes. Hein. Oui. Ben voilà, on a commencé une nouvelle compagnie, Là, vu de l'intérieur, design. le personnel qui est, si je peux me permettre le terme, mais repêché pour aller travailler chez Suisse, ça se passe comment? Les gens sont contents? Il y a de la méfiance? Il y a... Au début, ça a été quand même assez difficile. Il y a eu disons, ce merge entre Crossair et Swissair. Les anciens de Swissair, les anciens de Crossair, tout le monde est à Suisse. Disons, moi j'étais un peu ambivalent dans le sens que, voilà, j'ai vécu les deux. Ouais, tout à fait. Les deux, j'avais des gens de Crossair que je connaissais bien, des gens de Swissair. Donc, essayer d'être un peu pragmatique, dire, voilà, il y en a 2 ou 3, c'est comme ça. Ouais. Je ne vais pas dire le nom, mais Ouais, voilà. tout à fait, bien sûr. Et à Swissair, il y en avait aussi quelques-uns. Donc, évitons d'avoir des a priori sur des choses qui... Voilà. Ouais, tout à fait. On commence, c'est comme si j'avais changé de compagnie, donc recommençons. J'étais encore sur le MD-11. Ouais, j'ai fait quelques vols MD-11. Après, le MD-11 est sorti de la flotte. Théoriquement, avec ma seniorité, j'aurais pu faire le dernier vol de MD-11. Le chef pilote me lance un téléphone, il me dit « Écoute, on a un tas de petits jeunes qui vont repartir sur le 320. » Ça fait une sacrée différence d'échelle entre les deux avions. Parce que voilà, ceux qui restent vont le bas de la seniorité. Est-ce que tu as vraiment envie de rester les 3 derniers mois sur la MD-11? Puis il faisait qu'une destination, c'était Chicago. Ouais. J'ai dit, écoute, non, moi, pas de problème. Il me dit, écoute, on te met le plus vite possible sur le 330. Nos problèmes, je suis parti sur le 330, j'ai fait en cours, je me souviens plus, à peu près 2 ans et demi ou 3 ans sur le 330 comme copilote, 330, 340. Puis après, je suis parti, ce qu'on appelle en upgrading, quoi, commandant sur 320. D'accord. Donc tu finis ta carrière sur 320? Non. Non? Ok. J'ai fait le minimum sur le 320, donc j'ai eu la chance d'être assez jeune pour continuer, puis j'ai fait 4 ans, un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi sur le 320 comme commandant. Okay. Donc je faisais déjà de l'instruction, que ça soit à l'ESAT, donc à l'École suisse d'aviation de transport. Après ils ont changé de nom, donc ça s'appelait SAT.
SRAS, etc. J'ai vécu pas mal de noms. Ouais, ouais. Et je faisais aussi de l'instruction sur simulateur. Donc, j'ai fait de l'instruction comme commandant sur le 320, donc simulateur et sur l'avion. Et puis, théoriquement, je voulais repartir le plus vite possible sur le long courrier. Ok. Et là aussi, ouais, ça serait sympa. Ouais. Un petit coup de violon, est-ce que tu veux pas rester 6 mois de plus parce qu'on a besoin d'instructeurs, etc. Ouais, Oui, ouais. d'accord. Puis après, au bout de 4 ans et demi, je suis reparti sur le long courrier comme 330 au départ, c'est clair, après 340, après 330, 340, et j'ai fini ma carrière là-dessus. Ah, c'est des super belles machines aussi. Hein. Oui, absolument. Et disons, c'est aussi tout plein d'anecdotes dans le sens que tout le monde reçoit ce qu'on appelle un last flight, le dernier vol avant la retraite. Ben voilà, mon dernier vol s'est passé sur le 3e siège. En D'accord. prenant un check entre Genève et New York-Genève parce Ok. que, voilà, Corona est arrivé. Oui. Il n'y a plus pratiquement pas de vol 330. Non. Ils ont mis le 777 pour les vols cargo avec la Chine, etc. Là, ils volaient encore pas mal. Ma femme est un cas à risque parce qu'elle avait eu dans sa jeunesse une opération. Elle avait plus de rate, plus ça. J'ai téléphoné. Ok. Et là, je peux dire qu'ils ont été vraiment, vraiment, vraiment sympas. Téléphoner au service médical. Ouh là, alors écoute, on va pas discuter. Et ben voilà, c'était au tout début mars, mon dernier vol. Je suis resté à la maison, puis comme ça vers la fin, je dirais fin juin, début juillet, le chef de la flotte me téléphone, il me dit écoute, tu veux partir en retraite à la fin de l'année, quoi, officiellement janvier, mais avec les vacances, tout ça, ça va être vers Noël que tu vas faire ton dernier vol. Je dis oui, mais comment? Ouais, écoute, on te refait une réqualification sur le 330. J'ai dit, ouais, mais ça va coûter premièrement très cher. Deuxièmement, je vais piquer des vols à des copains qui sont plus jeunes. Et troisièmement, je vais aller où? La grande question. Avec une valise, avec deux bières tièdes, confinées dans une chambre à New York, moyen, où quoi. personne de la famille va venir avec. Ça, excusez-moi, mais ça sert à rien. Ouais. C'est un peu épique de finir comme ça, c'est clair. Donc tu as fini sans le savoir, en fait. Bah oui. Ouais. Ben voilà, dans le train, en rentrant de Genève sur Saint-Gall, en direction de Saint-Gall, où j'avais regardé Ton planning. mon planning, et ben il était vide. Donc, mois de mars, 10 mois à la maison, parce qu'il n'y avait pas de vol, puis ceux qui volaient étaient plus jeunes, donc voilà, puis ça finit comme ça. Ah oui. Tu voles encore aujourd'hui en privé ou Écoute, j'ai fait encore, après ma retraite, j'ai fait encore pratiquement 2 ans à voler en privé avec un Robin. J'arrivais à faire 3h12 en une année. Donc, et mon fils vole, donc il me prend avec, il me lie les poignets. Il n'a pas envie d'avoir le papa comme instructeur. Non, mais on a fait de magnifiques vols ensemble, vraiment. L'année passée, on a fait un super beau vol. Il me dit, papa, je t'invite parce que voilà, j'ai financé son instruction. Je t'invite, on part en Italie. Alors on a la Venise, Lido, c'est une magnifique place. Et on a fait deux, trois petits arrêts en route. C'était vraiment, ça m'a fait plaisir d'être avec lui. C'est super, c'est trop bien. Et puis lui, il convoyait pour Mollis, il convoyait les avions pour la maintenance à Bad Ragaz. Alors, il s'arrangeait pour aller le matin, décoller le plus vite tôt le matin, parce qu'il donnait des cours à l'école comme... il fait prof, mais sans la licence de prof, vu qu'il a la maturité, il peut donner dans le canton de Zurich. Il dit, papa, il y a un truc super.
c'est quoi ton truc super? Écoute, je pourrais convoyer un avion, même pas 15 minutes de vol, mais à 9 heures, je dois donner des cours à Embrach. D'accord. Je dis, d'accord, c'est sportif ton histoire. Ouais, si on décolle à 7 heures, ça marche. Okay. Il me dit, écoute, il faut qu'on planifie. Je dis, j'ai une bonne idée. Alors, on va mettre la voiture à Bad Ragaz. On va en train à Molis. Ouais. On convoie l'avion. On prend la voiture. Je te pousse à Embrach. Et puis, si tout va bien, à 9h, tu es là-bas. On est à 9h moins le quart là-bas. Oh, joli. Ouais, il a fait serrer, mais ça marchait. Non, donc, c'est agréable. Le papa pilote, le fils aussi? Ben oui, j'espère pour lui. Maintenant, il est en train de voir pour où et comment. Génial. Mais c'est tout ce que tout le Malji souhaite. Une question que je pose à tous les invités. L'aviation actuelle te fait encore rêver ou pour toi, c'est quelque chose de moins intéressant que la période que tu as vécue? Mais écoute, tu vois, moi j'ai vécu vraiment du Piper L4 où tu voles avec la température d'huile à des avions quand même assez sophistiqués comme des 330, 340. Et disons, c'est une autre fascination. Moi, je compare entre, mettons, le long courrier et le DC-10 où il n'y avait quand même pas la précision que tu as maintenant avec les GPS. Absolument. Bon, on faisait le pôle Nord. Hein. Moi, j'ai traversé 3 fois au milieu du pôle géographique, en allant à Anchorage, Alaska. Aujourd'hui, quand tu es 3 minutes sur un long courrier, 3 minutes à côté du plan de vol, c'est déjà beaucoup. Avec les GPS, avec la précision des forecasts, donc des prévisions météorologiques, avec la précision des vents en altitude, avec les températures qui jouent, avec les niveaux de vol que tu peux jouer, tout ça, nous, c'est un peu... les push-buttons. Il y a d'autres trucs. Moi, c'est clair qu'un avion est toujours un avion. Mm-hmm. Moi, j'ai vécu ça sur le 330. Mon dernier atterrissage 330, c'était en rentrant de Dubaï et il y avait une grosse tempête sur l'Europe. Donc, on avait le seul aéroport à peu près potable, qui allait très bien en fait, c'était Milan. Okay. Mais opérationnellement... Milan, c'est court. Ouais. Bon, tu peux y aller, mais Malpensa, c'est très bien, mais tu veux rentrer les gens comment hein? Oui. Il n'y avait pas de vent, mais on a planifié vraiment tout gentiment. On n'a pas eu une turbulence jusqu'à 10 000 pieds, donc 3 000 mètres au-dessus de l'aéroport. Okay. Puis après, ça a commencé. Première approche, on a remis les gaz. Et deuxième approche, et là, il n'y a pas de pilote automatique qui fait, il n'y a pas de management qui fait, on sort tout et on fait comme au bon vieux temps. Ouais. On a posé à Zurich et c'est clair, c'est qu'on vit disons une période de transition entre déjà les jeunes pilotes qui apprennent totalement différemment. Je vois mon fils, que les structures sont toutes différentes. Moi, j'ai fait à peu près 4000 heures de moniteur de vol ou d'instruction en Piper L4 sur une piste en herbe. Tu vois maintenant comme ils sont éduqués déjà avec la radio, on avait les espaces aériens, on n'en avait pas beaucoup en montant. Mais là, il est toujours en train d'appeler quelqu'un. Tout le temps. Ah ouais. Tu pars de Molis pour aller à Lausanne. Tu as 12 fréquences, et puis tu fais du vol à vue. Hein. C'est ça. Et c'est différent, non, mais la fascination est toujours la même, les destinations n'ont pas changé. De regarder dehors, ça n'a pas changé. Non. De passer des pays où, disons, aussi d'avoir des météos, quand tu vas au mois de juin, juillet à Bombay, que tu arrives en DC-10 ou en 330, quand il y a la mousson, il y a la mousson. On a eu une avance technologique absolument mirifique. Je parle par exemple du DC-10 et de l'Airbus 330 qui ont à peu près ce qu'on appelle le payload, donc ce que tu prends, ce qui va te payer ton salaire, donc que ça soit le fret, la poste, les passagers.
on utilisait à peu près 3 fois plus de carburant sur le DC-10 pour prendre les mêmes Ouais, nombres de ouais, jours. ouais, ça a Donc, évolué. c'est une Ça a évolution énormément absolument évolué. mirifique. Ah, oui, tout à fait. Et aussi, non, c'est clair, on a toujours un peu la nostalgie de l'avant, de ce qui s'est passé avant. Ben voilà, relis Courrier Sud, et c'est clair. Mais les gens qui traversaient les ans, du genre Mermot, avec des lunettes Acidor, à 6000 Ouais, ouais, mètres ouais. d'altitude, à Ouais. moins 20, Ça fait moins. Ouais, c'est différent, quoi. moi, j'ai préféré passer les ondes avec le café dans la main à 11 000 mètres. Ça turbule quand même, mais Mais c'est différent. c'est différent. Tout à fait. Non, je pense pas. C'est clair. Ouais. L'évolution est là. Hein, on serait encore discutant avec les gens qui conduisent les trains. Les gens qui faisaient de la locomotive à vapeur, c'est une très belle nostalgie, mais je pense pas que maintenant on aurait le nombre de trains. Alors, Et ça, les fréquences qu'on a avec des c'est locomotives à une vapeur. très belle comparaison. C'est vraiment ça. Hein. Et les gens qui faisaient l'hiver maintenant sur la locomotive à vapeur, ils étaient très près du feu. Hein. Ah oui, ça je pense aussi. Donc, il y a une machine encore, si on te disait, voilà, on te propose toutes les machines du monde, il y en a une qui te ferait vraiment dire, allez, celle-là, si on dit tu as la possibilité de pouvoir la voler en commandant, il y a un avion aujourd'hui qui te fait... disons, il y en a deux, mais qui sont complètement différentes. Ça serait la Caravelle Ouais, ok. et le Concorde. Et le Concorde. J'ai eu l'occasion de faire un passager Concorde. Ah, excellent. On avance son temps d'excellentes conditions avec British Airways pour faire un vol Concorde. Et j'ai eu l'occasion de faire pratiquement tout le vol dans le cockpit avec l'atterrissage à New York Kennedy. C'est un avion que... Oui. Oui. Ah ouais, ça j'imagine. Et la Caravelle, pour le plaisir d'un ancien jet. Ça a une gueule terrible, hein, la Ah oui, Caravelle. oui. C'est super bon. Disons, les Français ont fait de beaux avions. Ouais. Qu'on parle de Mirage, qu'on parle de Falcon, qu'on parle de... Ben voilà... Caravelle. Absolument. Ouais, même les Airbus, voilà. Ah, complètement. Non, c'est sûr. Ben écoute, je te remercie d'être venu. Avec plaisir. J'espère te revoir sur une autre émission. On a encore plein de choses à se dire, je pense. Je pense, oui. Donc, si tu es motivé, tu es toujours le bienvenu sur la chaîne ici. En tout cas, je te remercie vraiment d'être venu sur le serveur. Merci, Fred. Merci beaucoup. Et puis, je te plaisir. souhaite bon vol si tu continues. Au plaisir. Merci. À plus. Merci à toi. Ciao.